personnes vont se connecter au fur et à mesure. L'objet de ce webinaire est de parler en direct, mais aussi que ce webinaire va être enregistré et donc disponible après en replay pour parler de ces deux sujets qui nous paraissaient importants. Donc, c'est un webinaire organisé par le Centre régional en antibiothérapie Île-de-France et par le groupe de bon usage antibiotique de la SPILF. À la suite de la publication, comme vous le savez, de nouvelles recommandations qui concernent les pneumopathies et donc de se recentrer sur quels sont les messages clés de ces différentes recommandations à retenir pour la médecine de ville. Donc, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants de premier choix qui sont les deux premiers auteurs de ces recommandations. Donc, le professeur Aurélien Dine pour les recommandations sur les pneumopathies aiguës communautaires de l'adulte et le professeur Sylvain Diamantis pour celles concernant les pneumopathies d'inhalation. Je vous remercie à tous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire dans la conversation, dans le chat, si vous avez des questions en direct et de lever la main pour ce webinaire qui est prévu pour 1 heure. Aurélien, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci beaucoup Bastien et CRATB de l'invitation. Je vais essayer de partager mes diapos. Est-ce que vous les voyez ou pas du tout? On les voit. On répond à l'oral, on les voit, c'est bon. Ok, et ben donc je vais vous présenter ces recommandations sur la pneumonie communautaire sur le volet plutôt soins primaires. Je laisse à Bastien le soin de gérer le chat parce que je vois, j'arrive pas à avoir les deux fenêtres en même temps. Et donc si pour commencer on parle d'un patient, enfin un cas clinique d'un homme de 82 ans qui est diabétique, qui a du tabagisme, qui a une douleur thoracique qui a apparu brutalement, puis qui est soufflé depuis 2-3 jours, qui se sent fébrile, qui tousse et crache, et puis on lui prend des constantes, il a 38,5, on a un saturomètre, on se dit qu'il a peut-être besoin, il a besoin d'un peu de... Donc il n'a pas besoin d'oxygène, il a une tension à 124/88, fréquence cardiaque à 100, pas de hypoperfusion, et puis on a un foyer crépitant de la base droite. La première question qu'on s'est posée pour le diagnostic, c'est est-ce qu'il faut absolument une imagerie pour le diagnostic de pneumonie aiguë communautaire? Car vous savez ça mieux que moi, la différence clinique entre une pneumonie aiguë communautaire, un OAP débutant et éventuellement une bronchite est un peu compliquée. Aurélien, je peux te couper une minute. Oui. Est-ce qu'à la limite, tu peux couper ta vidéo parce que ton écran reste flou, ouais. visiblement sur plusieurs de nos ordi. Bien sûr. Est-ce que là, ça passe? Alors, je ne sais pas le pourquoi, c'est quand même flou. Est-ce que ça passe? Problème technique. Si d'autres personnes peuvent nous dire si ça passe au côté CRATB ou à mal. En partageant que l'écran et pas tout le... Enfin, que la fenêtre et pas tout l'écran. Je ne sais pas si la subtilité va changer. Ah, d'accord, okay. Je vais essayer. Alors, je partage la fenêtre. Partager la fenêtre, ok. La fenêtre. Est-ce que là, vous voyez la fenêtre? Ouais. Encore flou de mon côté. Alors, est-ce qu'un intervenant... Bastien, écoute-moi. Non, Bastien, tu vas passer toi les diapos, d'accord? Ok, je passe. Parce que là, on va pas s'en sortir. C'est bon, vous me confirmez que vous voyez les diapos? Ouais, c'est bon. Oui, ok, diapo super. Suivante. Diapo suivante. Et donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut une imagerie? Et quelle imagerie? Est-ce qu'on fait une radio? Est-ce qu'on fait une écho? Est-ce qu'on fait un scanner le dos? Est-ce qu'on fait un angioscanner? Donc le premier élément, c'est qu'effectivement l'échographie pleuropulmonaire dans la diapo suivante, quand elle est réalisée par un clinicien, montre qu'il est performant satisfaisant. Si tu peux passer la diapo suivante, Bastien, merci.
On voit ici qu'effectivement, quand l'échographie est réalisée pas par un radiologue, mais par un clinicien, les performances sont très satisfaisantes, avec une sensibilité et une spécificité qui est bonne, sous réserve que le clinicien soit formé et expérimenté, ce qui est bien évidemment une limite. La diapo d'après l'échographie, c'est-à-dire la diapo avant celle-là, c'est l'intérêt du scanner. Bah, si on n'est pas sur la bonne diapo, je sais pas si... Pardon. Après, il y a le scanner qui est remis dans, si ça évolue mal, qui va venir après. Si on peut passer. Bon, bah, je vais me débrouiller comme ça, tant pis, merci. Donc en fait, on recommande absolument une imagerie pour arriver à différencier, pour arriver à documenter une pneumonie du communautaire, avec soit effectivement une radio ou une écho quand elle est à disposition. Il faut l'obtenir dans un délai court, c'est-à-dire effectivement, je sais pas, vous allez faire une radio et on verra en fonction. On voit le patient, on pense qu'il y a une pneumonie, on le traite comme tel, on demande une radio qu'il faut récupérer, qu'il faut réaliser et récupérer dans les 3 jours, et vraiment en tenir compte. C'est-à-dire que si la radio est normale, on remet en doute le diagnostic, et si elle confirme la pneumonie, on peut poursuivre la prise en charge telle qu'une pneumonie aiguë communautaire. Diapo suivante. La question qui avait été posée justement par une enquête du groupe Bon Usage du centre régional, c'était est-ce qu'il est faisable d'obtenir une imagerie dans les 24 heures. La plupart des collègues avaient dit que c'était pas forcément évident, mais que c'était réalisable. Et au vu du nombre de pneumonies communautaires qui sont vues en ville, ça nous rassure sur le fait que ces recommandations sont relativement applicables et qu'il faut effectivement pouvoir avoir accès à une imagerie rapide, encore une fois, soit radio, soit écho, voire éventuellement scanner quand on a un doute diagnostique, mais dans un deuxième temps. Diapo suivante. Donc on a une radio avec qui monte un foyer de la base droite, clair, sur lequel on n'a pas de doute. Et donc la diapo d'après. La diapo d'après, c'est les examens biologiques. Est-ce qu'on fait des examens biologiques en ville quand on a une pneumonie du communautaire Franche-Lebert aiguë? La réponse est non. À partir du moment où vous avez un syndrome clinique clair, une imagerie qui ne fait pas de doute, il n'y a pas besoin d'examen biologique quel qu'il soit. Diapo suivante, du fait, de leur non-remboursement, de la complexité que ça peut apporter de les réaliser et de récupérer leurs résultats. Alors, il y a toujours la question des TROD, ces tests rapides qui sont faits au cabinet, notamment les TROD triplet qui identifient grippe, Covid, VRS, et leur impact potentiel sur l'antibiothérapie. Ça, c'est pas connu, c'est pas pris en charge à l'heure actuelle. Et donc, il y a un essai qui va commencer cet hiver qui essaiera d'évaluer l'impact de ces tests sur les prescriptions antibiotiques, et on cherche encore des participants. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas à scanner le QR code ou à me contacter, que je puisse transmettre vos coordonnées. Diapo suivante. Alors, quelle antibiothérapie on prescrit chez un monsieur de 82 ans qui a des antécédents cardiovasculaires, qui est BPCO et fumeur? Est-ce qu'on prescrit de l'Amox? Est-ce qu'on prescrit de l'Augmentin? Est-ce qu'on fait des C3JV? Est-ce qu'on fait C3G macroïdes d'emblée? Est-ce qu'on fait amoxicilline, doxycycline, comme font plutôt les Américains ou les Anglo-Saxons? Donc, diapo suivante. Je peux passer à la diapo, Bastien? Ouais, elles sont passées. En fait, il y a un décalage, je pense. J'essaie de les passer avant que tu... Je pense que la connexion est lente. Là, c'est les comorbidités qui s'affichent. Ah, c'est pas... Ok, donc si les comorbidités montrent qu'effectivement, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de... pardon, il suffit d'une seule comorbidité pour modifier le traitement antibiotique probabiliste, c'est-à-dire passer de l'Amox à l'Augmentin. Il suffit soit d'avoir des troubles de la déglutition, soit d'avoir une intoxication chronique, soit une maladie neurologique avec des fausses routes,
soit une insuffisance respiratoire chronique sévère. Et vous voyez que un peu le scoop, c'est que l'âge en soi n'est plus une comorbidité qui suffit à modifier l'antibiothérapie. C'est vraiment la présence d'une comorbidité associée qui modifie ce choix et qui permet en fait de basculer de l'AMOX vers l'augmentin ou de l'AMOX vers les C3G IV, et qu'une seule de ces comorbidités suffit à modifier le traitement probabiliste. Diapo suivante, et puis si elle a du mal à arriver, tu me dis ce qu'il y a dessus, et puis je commencerai le temps qu'elle apparaisse. Il y a les premiers donc, choix et alternatives. Les recommandations thérapeutiques sont en patients sans comorbidité, encore une fois, indépendamment de l'âge, c'est l'amoxicilline. L'alternative, c'est la pristinamycine. S'il y a au moins une comorbidité, on l'a dit, c'est l'augmentin, voire les C3G. Et puis quand on a un tableau évocateur d'une infection à bactéries atypiques, comme on a vu notamment avec le mycoplasme l'année dernière, le premier traitement, c'est les macrolides. Les patients doivent être réévalués à 72 heures, et quand le traitement n'a pas marché, on switch. On n'associe pas en switch, parce qu'on va voir que probablement qu'en 3 jours, de toute façon, on a traité un certain nombre de pathogènes potentiellement responsables. Diapo suivante. Un rappel des posologies. Donc les posologies, elles sont classiques. Donc à gauche, les posologies qui nous concernent pour la médecine ambulatoire, c'est l'amoxicilline à gramme x3, la pristinamycine à gramme x3, l'augmentin à gramme x3, céfotaxime à gramme x3, ceftriaxone à 1 gramme, et la lévofloxacine. Encore une fois, les bêta-lactamines sont vraiment à n'utiliser qu'en cas de contre-indication et d'absence d'autres alternatives, peuvent être utilisées à la posologie de 500 mg. Et puis vous avez les posologies habituelles de macrolides. La question qu'on se pose après, c'est la question de la durée de traitement. Est-ce qu'il faut traiter ce malade 3 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours ou 10 jours? Il y a quelques années, on disait 7 jours. Après, on a dit 5 jours chez les patients qui vont bien. Diapo suivante. Et maintenant, voilà, les recommandations américaines disaient 5 à 7 jours chez le patient qui va bien. Et puis les recommandations anglaises disaient 5 jours chez le patient qui est peu sévère, donc typiquement un patient de médecine communautaire. Mais depuis, on a eu quelques travaux, et notamment 2 essais. Un à gauche de Mark Montaigne, plutôt sur une population purement ambulatoire, et à droite, un essai chez les patients qui ont une communautaire hospitalisée, mais qui, probablement que ces recommandations, par extension, peuvent s'appliquer aux patients de médecine communautaire. Et dans les 2 essais, étaient comparés 3 jours à 8 jours d'antibiothérapie. Et il n'y avait pas de différence, quel que soit l'objectif défini par ces essais. Alors, c'est 3 jours chez le patient qui va bien à J3, en tout cas qui s'améliore largement à J3, ce n'est pas 3 jours pour tout le monde. Et vous voyez que dans le deuxième essai, qui est plus récent, chez les patients qui étaient stables à J3, c'est-à-dire qui étaient apyrétiques, fréquence cardiaque normale, fréquence respi, tension et saturation, alors ça demande effectivement de pouvoir monitorer ces signes-là. Le patient pouvait être traité 3 jours dès qu'il présentait l'ensemble de ces critères de stabilité à J3. Diapo suivante. Les recommandations de traitement sont chez le patient stable à J3, 3 jours de traitement. Chez le patient stable entre J3 et J5, on reste à nos 5 jours. Et sinon, c'est 7 jours, mais il n'y a pas de raison d'aller plus loin que 7 jours, sauf s'il y a une complication, il y a un abcès, il y a un épanchement pleuraire. Et on rappelle en dessous les critères de stabilité, donc la pyrexie, une pression diastolique supérieure à 80 mm de mercure, une fréquence cardiaque inférieure à 100, fréquence respiratoire inférieure à 24, et une saturation à 90% en air ambiant, qui sont les critères classiques de stabilité définis par Eisenheim à l'époque. Diapo suivante. On est sur l'enquête de faisabilité sur la durée. Ah oui, alors l'enquête de faisabilité, effectivement, ça pose une question, parce qu'à l'hôpital, c'est facile d'avoir toutes ces constantes à J3. On imagine bien que revoir tous les malades à J3, c'est pas forcément évident, notamment en médecine communautaire. On voit que les patients pourraient être revus avec plusieurs possibilités pour l'évaluation, soit effectivement les revoir en consultation programmée, ce qui semble réalisable malgré tout, même si c'est compliqué. La deuxième possibilité, c'est éventuellement la télémédecine programmée à J3. Donc, on pourrait dire, on se revoit en consultation en visio, et vous êtes capable de prendre votre tension, votre température, votre saturation. C'est peut-être un peu illusoire, mais je pense qu'avec le Covid, beaucoup de gens ont des saturomètres à la maison qui donnent un certain nombre d'informations, voire des cabines de téléconsultation en pharmacie. Et puis la troisième possibilité, notamment chez les sujets
peut-être plus âgés, c'est de s'appuyer sur les aidants ou les gens qui entourent les malades. Et puis enfin, il y a aussi la possibilité de s'auto-surveiller. Alors ça demande effectivement un lien de confiance fort avec le patient, qui est de dire quand ça va mieux, et quand ça va mieux, c'est qu'en présence de cet état de stabilité, vous pouvez arrêter l'antibiothérapie. Le patient face, il faut qu'il soit capable de pouvoir prendre ses consciences, mais c'est une possibilité avec donc une trajectoire patient un peu innovante. La dernière question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il faut faire une imagerie de contrôle chez les malades qui ont une pneumonie communautaire? Est-ce qu'il y a un intérêt? Alors la première chose, c'est effectivement chez le patient qui ne va pas bien, initialement, qui ne s'améliore pas à J3, là évidemment il faut faire une imagerie, mais là surtout je pense qu'il faut l'adresser à l'hôpital dans la plupart des cas, et sinon il faut faire un scanner pour chercher un épanchement pleural, c'est la première cause. La deuxième chose, c'est le dépistage de cancer ciblé en fait, et chez un patient qui a un facteur de risque de cancer comme un âge plus de 50 ans associé à un tabagisme, il faut faire un scanner dans les 2 mois, et ça s'apparente plus à un dépistage ciblé qu'à un contrôle de la pneumonie, bien entendu, de manière à ce que le patient puisse être pris en charge de manière adaptée par un cancérologue. Et donc, en résumé, le diagnostic de pneumonie communautaire en soins courants, je pense pas qu'il y ait une diapo après, c'est, pardon, oui, dernière chose, sur la faisabilité, est-ce que le scanner est réalisable? Ça semble assez réalisable, et je pense qu'il faut vraiment le faire, et c'est bien souligné par l'enquête de pratique. Et effectivement, vacciner est probablement un élément majeur, parce que dans ce cas, si les patients font moins de pneumonie, c'est encore beaucoup mieux, et ça évite tout traitement. Et en résumé, je dirais que le diagnostic repose sur des signes cliniques et de l'imagerie, et qu'au-delà, il n'y a pas d'examen biologique à réaliser, que le traitement, c'est 3 jours d'antibiothérapie chez les malades qui va bien, 5 jours chez les qui va bien, 5 jours, et sinon c'est 7 jours. Et je crois que maintenant, c'est surtout toi, Bastien, qui va présenter ces diapos-là. Alors, si on a un peu de temps, c'était aussi dans l'enquête de faisabilité, on avait interrogé certains médecins après rappeler justement ces nouvelles recommandations sur quelle attitude faire. Et donc, ça permet de regarder un peu quelles pratiques seraient faites avec ces recommandations. Donc, test grippe positive et fièvre prolongée, mais sans foyer. Là, donc 79% répondent qu'une grippe avec de la fièvre sans foyer pulmonaire, pas besoin d'antibiotiques. On voit que on peut être, enfin, que un cinquième est quand même tenté de mettre en antibiotiques sur le fait que la fièvre dure. Je sais pas. Après, c'est pour faire réagir s'il y a des commentaires en chat par Aurélien. Tout le monde m'entend, oui. Pour grippe avec foyer de crépitant, à 90%, on a l'Augmentin, donc la Roco déjà appliquée, je pense même en pratique courante, parce que ça n'a pas changé de l'ancienne Roco. Après, question aussi de la complexité, je trouve, entre des fois pneumopathie traînante avec arthromyalgie, rhinite, entre la pneumopathie atypique du patient jeune de 30 ans en état général et conservé, où là, ça ne pose pas trop de doute sur le macrolide. Mais par contre, on a le même genre de présentation, mais avec un état général plus altéré chez quelqu'un de plus de 60 ans. En période hivernale, comment on fait la différence entre aussi une grippe? Donc, sur une phrase, c'est peut-être difficile de faire la différence. Et dans le contexte clinique plus simple, mais je ne sais pas s'il y a des... Mais on voit d'emblée du coup que là, ça se ventile entre les macrolides et l'augmentin un peu plus difficilement. D'où la question aussi des trottes viraux aussi qui est soulevée. Pneumopathie chez un asthmatique de 70 ans. Là encore, là, il y a un changement dans les recos. Du coup, on peut rester sur de l'amoxicilline seule simplement. Ce n'est plus en soi des critères de gravité que de devoir escalader à l'augmentin, que ce soit à 70 ans ou le patient asthmatique. Après, on voit qu'on a beau écrire les recos et les lire, 30% des médecins généralistes là interrogés auraient quand même envie de continuer l'augmentin. Donc là encore, réagissez dans le chat si ces situations vous interpellent, sinon on pourra réagir à la fin. Pneumopathie persistante, c'est un switch après, et pas un ajout.
Et la question aussi, le patient est apyrétique eupnéique, donc finalement respecte les différents critères de stabilité clinique, mais il y a toujours un foyer de crépitant à l'auscultation. Là aussi, on a un espèce de mismatch entre oui, il y a les critères de stabilité, j'arrête. Il reste une toux, il reste un foyer de crépitant, j'ose pas arrêter. Je pense que le message, Aurélien corrige-nous, mais c'est un peu comme les résipèles, on n'attend pas forcément à ce que la jambe redevienne parfaite à la fin et que c'est normal que le poumon puisse aussi mettre plus de temps à cicatriser. Oui, tout à fait. L'idée n'est pas de stériliser le poumon, c'est de diminuer l'inoculum jusqu'au moment où l'unité prend le dessus. Et on sait bien que les patients avec tous et crachent 15 jours, 3 semaines encore. Et dans le travail, y compris dans celui de Rachid Al-Moussaoui, on a vu que même dans le bras arrêt d'antibiothérapie à J3, il y avait une évolution favorable qui se poursuivait, qui était identique à ceux chez lesquels on poursuivait l'antibiothérapie. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de bénéfice sur ces symptômes-là. Et dernier enseignement, ça plus pour la communauté qui écrit les recommandations, c'est sur celle de l'applicabilité des recos. Donc une majorité de médecins de ville qui s'attendent surtout à ce que ces recos après soient intégrés dans des applications de la prescription type antibiotique, ou sinon qui en retiennent l'essentiel des grands messages sans forcément aller sur un score ou sur chaque critère spécifique. Et je pense que c'est aussi un des messages partagés par les auteurs qu'il y a des critères pour aider à identifier. Et après, il y a quand même aussi au cas par cas pour chaque patient dans sa globalité, quoi. Oui, c'est ça. Ah. Mais les critères ont l'air relativement robustes, je pense, pour pouvoir être applicables. Et on était dans un nouvel essai où on arrête quand le patient est stable. Et pour l'instant, on a un résultat qui semble plutôt rassurant. Voilà. Et puis bien entendu, un grand merci à tout le groupe de travail sur ces recommandations qui étaient multidisciplinaires avec des urgentistes, des infectiologues, des pneumologues, des radiologues, des réanimateurs, mais aussi bien sûr des médecins généralistes. Et une relecture par des membres du CNGE, voilà, pour s'assurer qu'elles étaient applicables et raisonnables. Un grand merci à tous et puis merci à Bastien et au CRATB d'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup Aurélien. Une question auquel tu as répondu dans le chat, la seule que je voyais, pour revenir peut-être sur l'intérêt des biomarqueurs et de la NFS-CRP. Il n'y a pas de bénéfice au biomarqueur versus une clinique bien faite. Alors c'est toujours difficile de faire de la clinique de qualité. Peut-être qu'il y a une place quand il y a un doute diagnostique. Encore une fois, après se pose le problème de la prise en charge. Ces examens ne sont pas référencés, donc ça pose un problème de remboursement. Voilà. Si on rentre dans des problématiques un peu financières qu'il faut quand même prendre en tête. Et j'ajoute qu'on a réduit le nombre de slides, mais Aurélien a aussi fait pas mal de présentations là-dessus avec aussi pas mal de slides sur cette thématique qu'on peut trouver sur le site infectiologie.com, dans les JNI. Enfin, on va mettre des sources sur le site internet, mais vous pouvez aussi avoir une banque de slides et de sources qui vont dans ce sens. Oui, puis effectivement, n'hésitez pas non plus à me contacter directement. J'essaierai de répondre pour des questions ou des éléments qui vous sembleraient pas cohérents, parce qu'on n'a pas la prétention d'être parfait quand on rédige ce genre de texte, même s'ils ont été revus par beaucoup d'experts. Il y a toujours des coquilles qui traînent, et donc merci beaucoup de vos retours. Voilà, et puis je reste à votre disposition, bien sûr. Micro. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour tout de suite sur les pneumopathies aiguës communautaires? Alors, soit des questions sur les recours en tant que tels, soit des retours d'expérience et du terrain sur l'applicabilité de ces messages, si ils vous paraissent applicables, si vous reconnaissez dans les sondages qui ont été faits. N'hésitez pas à prendre le micro même directement. Bon. Ah. Merci beaucoup. En tout cas, je reste connecté encore un petit peu, puis je regarde le chat si jamais il y a besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Sylvain, je te laisse prendre la parole. Si tu veux, tu peux partager ton écran, voilà, mais sinon, je déroule les slides. Normalement, tu peux dérouler comme ça, c'est sûr que ça Oui. n'aura pas de problème. Vous m'entendez bien? On t'entend bien.
J'ai combien de temps? Une petite demi-heure. Ok. Merci de votre accueil. Merci à Bastien et CRTB de m'avoir invité. Merci Aurélien pour le topo et la super reco qui est sortie. Donc là, je vais vous parler des pneumonies d'inhalation. En commençant par les petites définitions. Alors conceptuellement, c'est assez important de voir, c'est une nouvelle recommandation, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de recommandation antérieure, c'est pas une mise à jour contrairement aux recommandations PAC. Ça a permis de repositionner des définitions et un mode de pensée. Ce qui est important de percevoir, c'est que la recommandation PAC, c'est plus un raisonnement syndromique. Le patient a une pneumonie aiguë communautaire, c'est pas rattaché à un mécanisme physiopathologique, mais à une présomption de pathogène en rapport avec le fait que c'est acquis dans la communauté ou à l'hôpital en fait. Et là, on introduit la physiopathe, c'est-à-dire l'inhalation, il faut qu'il se passe quelque chose. Il y a un mécanisme de l'infection. Donc la pneumonie d'inhalation, elle peut être aussi bien acquise à l'hôpital qu'acquise dans la communauté, qu'acquise en EHPAD ou qu'acquise en réanimation. Donc le lieu d'acquisition n'a pas d'importance. Par contre, c'est le mécanisme et le terrain sous-jacent qui va impacter. Il y a deux définitions qu'il faut connaître pour ne pas passer à côté du diagnostic, en tout cas surtout ne pas faire un mauvais diagnostic. C'est la pneumonie chimique. La pneumopathie chimique, c'est l'inhalation d'un contenu gastrique dans le poumon qui va faire une réaction inflammatoire, qui va faire une dyspnée, qui va faire les mêmes signes, mais qui vont être très précoces juste après le phénomène d'inhalation. Ce n'est pas une pneumonie bactérienne, il n'y a pas d'antibiotique. Et puis il y a la pneumonie, il y a l'obstruction mécanique, c'est le fait d'avoir fait une inhalation de fluide ou de matériel plus ou moins liquide de l'alimentation qui entraîne une dyspnée aiguë brutale juste après le phénomène d'inhalation. La plupart des épisodes d'inhalation n'entraînent pas de pneumonie bactérienne vraie. Dépôt suivante. Enfin, donc on va illustrer avec des petits cas cliniques très simples. Hein. On ne va pas se positionner pour une dame de 82 ans qui fait un EHPAD, c'est l'infirmière qui téléphone au cabinet pour dire qu'elle tousse et qu'elle est plus fatiguée que d'habitude. C'est une patiente qui a des comorbidités. Elle a une maladie neurologique chronique avec une maladie de Parkinson. Elle a des constantes un peu altérées avec une ZAT à 90%, mais elle respire bien quand on la voit. Elle n'a pas de fièvre et elle crépite de base avec un petit prédominant à gauche. Alors, le clinique est fait exprès pour finalement montrer des symptômes qui sont aspécifiques, diffus, des tableaux frustres. On a un syndrome respiratoire, mais la clinique est toujours très difficile chez la personne âgée en maison de retraite. Le diagnostic, il va être retenu avec des critères qui sont proposés sur cette diapo, qui sont très importants et qui justifient la stratégie qui va vous faire discuter derrière. Donc, il faut faire un diagnostic positif de pneumonie. Il faut dire oui, c'est une pneumonie. Pour dire oui, c'est une pneumonie, il faut deux choses. Il faut avoir le syndrome clinique, c'est-à-dire des signes d'infection respiratoire aiguë basse, donc une dyspnée, plutôt de la fièvre, éventuellement une douleur thoracique ou autre chose, plus un nouvel infiltrat radiologique. Donc, on demande à ce qu'il y ait une image radiologique. Il y a plusieurs façons d'avoir cette image radiologique. Et en plus de ça, il faut pouvoir suspecter un mécanisme présomptif d'inhalation, c'est-à-dire un mécanisme physiopathologique qui nous fasse penser que ce soit en lien avec une inhalation et que ce ne soit pas une transmission interhumaine, puisque une pneumopathie à Covid pourrait avoir exactement les mêmes symptômes et ce n'est pas du tout le même traitement ni la même prise en charge. Donc pour suspecter un diagnostic étiologique présomptif d'inhalation, soit on a objectivé le trouble de la déglutition, soit sur l'imagerie, on peut évoquer un mécanisme par les caractéristiques spécifiques de l'inhalation sur la radiographie. Et attention, le tableau respiratoire aigu immédiatement secondaire à la fausse route, ce qu'on appelle la pneumopathie chimique juste avant, ne rentre pas dans le cadre de la définition de la pneumonie d'inhalation. Diapo suivante. Donc quel examen d'imagerie réalise-t-on en priorité? Diapo suivante. En fait, on ne réalise aucun, excusez-moi, n'importe quoi. Reviens en arrière, Bastien, s'il te plaît. Non, pas du tout. On réalise idéalement un scanner thoracique sans injection. Alors, en fait, aucun, c'est ce qu'on fait dans la vraie vie. C'est pour ça que c'est rigolo. Mais en fait, c'est justement ça qu'il ne faut pas faire. Tout est basé sur le fait que la politique est proposée avec cette recommandation, qui est basée avec un faible niveau de preuve, parce qu'il y a très peu d'études sur la question, c'est de dire qu'en fait, seulement avec la clinique et une radio standard qui en général ne vaut rien parce qu'elle est faite allongée, à plat, comme il ne faut pas, de travers, chez les patients comorbides, la radio, elle permet de rien voir. L'examen clinique, il est assez peu discriminant pour ce type de choses-là, donc il faut s'aider d'une imagerie. Et le mieux, c'est le scanner sans injection, qui irradie peu les patients, qui coûte peu cher, mais qui nécessite de déplacer le patient avec une notion d'urgence.
Alors, toute la discussion autour de ça, pourquoi est-ce qu'il faut faire un examen? Parce qu'en fait, il ne faut pas passer à côté d'un vrai diagnostic de pneumonie d'inhalation parce que c'est une infection grave et c'est une infection qui justifie de faire des examens complémentaires pour savoir pourquoi est-ce qu'on a fait une pneumonie d'inhalation, parce que ça veut dire qu'il y a un trouble de la diffusion, est-ce qu'il n'y a pas eu un AVC, est-ce qu'il n'y a pas une maladie qu'il faut prévenir, qu'il faut traiter, et qui doivent faire mettre en place plein de mesures. Vous avez fait une pneumonie Covid, il n'y a rien derrière, vous avez fait une pneumonie, vous pouvez faire un petit bilan, mais il n'y a pas grand-chose. Vous avez fait une petite inhalation, il faut se poser pourquoi il a fait une pneumonie d'inhalation, est-ce que finalement ce n'est pas la conséquence d'un AVC, auquel cas il faut investiguer un AVC, et si c'est une maladie neurologique évolutive, eh ben, ça ne va pas guérir, il va récidiver, donc il faut essayer de tout faire pour prévenir la récidive et donc mettre en place des mesures préventives. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire « oh, c'est une inhalation de l'augmentin basta », non, il faut dire « c'est quelque chose de grave, on fait un diagnostic et on va mettre des mesures préventives ». C'est pour ça qu'il faut asseoir le diagnostic et pour ça, il n'y a que le scanner qui vous dira « oui, c'est vraiment une pneumonie d'inhalation ». Alors, il n'y a pas que le scanner en fait, le scanner c'est facile, c'est rapide, ça ne coûte pas si cher, mais ça nécessite de déplacer le patient. La radio de thorax, franchement, ça vaut vraiment rien, sauf si c'est vraiment évident, mais ça, c'est rare. Et l'examen qui va vraiment révolutionner la pratique du futur, c'est l'échographie thoracique. Il y a de plus en plus d'articles qui sortent dessus, des grosses cohortes belges. Et l'échographie thoracique, alors moi-même, je ne peux pas en parler parce que je sais mal les faire, mais en fait, clairement, les jeunes et l'évolution de la pratique pour la médecine ambulatoire, pour la médecine en EHPAD, c'est de pratiquer l'échographie de débrouillage. Il y a des DU qui existent, il y a de plus en plus de gens qui sont formés, les nouvelles générations deviennent tout à fait opérationnelles pour le faire, et les études qui sont faites dans les pays qui se sont mises à faire des échographies montrent des résultats très satisfaisants pour l'échographie. Il faut apprendre, il y a une expérience, mais une fois qu'on est opérationnel, il semblerait que l'échographie soit quasiment équivalente au scanner pour faire un bon diagnostic de pneumonie. Ça permet aussi de voir d'autres diagnostics comme l'insuffisance cardiaque, etc. Donc, le message, c'est de dire il faut faire des scanners non injectés, il ne faut pas faire de radio, ça ne sert à rien, il faut à tout prix faire un examen pour documenter la pneumonie. Et le futur, c'est de s'investir dès maintenant à se formant en faisant des échographies thoraciques. On peut acheter des logiciels sur les smartphones et juste une sonde et faire d'échographie au cabinet. De plus en plus de gens le font. Dans les EHPAD, on peut demander à l'EHPAD d'être équipé avec une échographie. Dans les gros EHPAD hospitalières, ils sont tous équipés avec des échographies. Donc le futur, c'est l'échographie. Diapo suivante. Quels examens microbiologiques réalisés de façon systématique? Ok, diapo suivante. Eh ben, il n'y a aucun examen complémentaire qui nécessite d'être réalisé. Pourquoi? Parce que le CBC, il n'est pas contributif. Les antigénuries, ce n'est pas ce type de pathologie. Les hémocultures, c'est intéressant si en fait on a des doutes diagnostiques, mais en pratique, ça n'a pas d'intérêt. Et les PCR syndromiques respiratoires, ça peut avoir des intérêts si on est dans le cadre de virus qu'on pourrait distinguer. Mais dans ce cas-là, on ne va pas faire une PCR syndromique respiratoire, on fait des tests antigéniques rapides ou des PCR. Mais donc en pratique, il n'y a rien qui est recommandé, il n'y a rien qui est important en termes biologiques pour faire le diagnostic de pneumonie d'inhalation. Après, quelle antibiothérapie? Donc là, on a une patiente de 84 ans en EHPAD, elle est diabétique, elle a des séquelles d'AVC, elle est sous NACO, elle a 38,5, elle a 2 litres d'oxygène quand vous arrivez à l'EHPAD, elle a une tension normale, elle va un peu vite, elle a pas signe d'hypoperfusion. Quelle antibiothérapie proposez-vous? Diapo suivante. Je vous présente les critères de gravité des pneumonies qui sont les mêmes que pour la PAC, qui sont des critères en fait de vraiment grande gravité. Quand vous voyez les signes, c'est vraiment des patients très très graves. Donc même s'ils ont l'air graves, en fait, ils ne codent pas la gravité. Diapo suivante. Quelle antibiothérapie proposez-vous? Donc amoxicilline, amoxicilline acétylclavulinique, ceftriaxone, piptazo, roséphine, flagyl. Diapo suivante. Donc la réponse, c'est amoxicilline, acide clavulanique en première intention. Il n'y a pas de doute là-dessus. Diapo suivante. En deuxième intention, on peut discuter en fait. Donc en première intention, ce sera toujours amoxicilline, acide clavulanique. On a discuté de faire l'amoxicilline seule. Il y a certains pays, comme l'Angleterre, où on fait amoxicilline seule, mais il y a un petit trou du spectre sur le staph doré, un peu sur l'hémophilus. Et donc en France, par rapport à l'épidémiologie, la sagesse est de faire amoxicilline acide clavulanique. La ceftriaxone, c'est uniquement en cas d'allergie à la pénicilline et en cas d'impossibilité à prise orale possible, auquel cas on peut faire la roséphine sous-cute.
En cas d'allergie au bêta-lactamine, ce qui va être quand même très rare, on propose le Bactrim, un comprimé 2 fois par jour, qu'on peut adapter à la fonction rénale, et c'est tout. Diapo suivante. Quelle durée de traitement? Alors, 3 jours, 5 jours, 7, 10, 14. Diapo suivante. On propose un traitement de 5 jours si l'évolution est favorable à 72 heures. Donc si Aurélien écoute encore, il est furieux parce qu'on aurait pu faire 3 jours. Malheureusement, dans les plusieurs études qui ont été faites, randomisées, contrôlées, parfaites, excellentes, qui glorifient la France pour ses chercheurs brillants, avaient exclu dans le protocole les pneumonies d'inhalation, ce qui fait qu'on ne peut pas répondre formellement est-ce que 3 jours fait mieux que 7 jours dans le cadre précis de la pneumonie d'inhalation. Probablement que 3 jours suffiraient, mais étant donné les pratiques qui, dans tous les audits, montrent qu'on fait des traitements qui dépassent 10 jours, on a proposé un traitement de 5 jours pour traiter une pneumonie d'inhalation vraie. En tout cas, dans tous les cas, ne pas poursuivre au-delà de 7 jours. Si vous êtes un échec thérapeutique, il faut changer son fusil d'épaule. Après. Alors maintenant, le patient la patiente a fait une pneumonie d'inhalation et malheureusement, comme c'est souvent le cas, eh bien, 3 semaines plus tard, vous rediagnostiquez un nouvel épisode de pneumonie d'inhalation. Qu'est-ce que vous faites? Soit on reprend le même antibiotique, soit on escalade. Historiquement, on dit ah là là, c'est un échec ou c'est une récidive, c'est un problème, on va escalader en faisant piptazo. Eh bien non, on reprend la même antibiothérapie, puisque si vous avez mis l'augmentin, ça n'a pas tant sectionné sa résistance. Vous pouvez tranquillement reprendre une antibiothérapie par augmentin. Diapo suivante. Là, la famille vous appelle parce qu'en fait, ils ont vu la fausse route, ils toussent, ils crachent, il ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débute tout de suite l'augmentin pour ne pas perdre de temps, ou est-ce qu'on surveille? Eh bien, l'attitude, c'est de dire l'augmentin n'a aucun intérêt en traitement prophylactique de la survenue de la pneumonisation. Eh bien, on ne fait que surveiller. On peut avoir une pneumonie chimique ou une dyspnée dans les 24-48 heures, mais en fait, la pneumonie d'inhalation débutera seulement 48 heures après parce qu'il faut un temps aux bactéries qui ont été inoculées à l'intérieur du parenchyme pulmonaire pour faire une vraie pneumonie bactérienne. Et donc, c'est à 48 heures que si effectivement les symptômes persistent, si la fièvre apparaît, on traitera, on dira c'est une pneumonie d'inhalation qu'on aura naturellement documenté avec une imagerie. On passe au traitement associé. Finalement, vous faites une pneumonie d'inhalation, on a toujours envie de faire des choses. Donc, historiquement, on faisait des aérosols pour fluidifier, on mettait de la scopolamine, on mettait des corticoïdes pour diminuer l'inflammation. Qui est recommandé en traitement adjuvant non médicamenteux pour la pneumonie d'inhalation? Diapo suivante. Eh bien, il n'y a que les EUC qui sont recommandés. C'est basé sur des études, des vraies études, mais c'est fait en Chine sur des patients qui ont un génotype particulier et que les EUC inhibent le peptide P qui fait que un des effets secondaires des EUC, c'est de faire tousser. Et donc, en fait, si vous favorisez la toux, eh ben, vous allez mieux guérir de votre pneumonie d'inhalation. Et si les patients sont sous IEC, ils vont mieux guérir que s'ils ne sont pas sous IEC. Donc ça, c'est. Alors, il n'y a pas d'étude qui vérifie ce fait-là en France. Peut-être que c'est vrai. Si vous devez choisir un antihypertenseur chez un patient qui fait des fausses routes et plus médiation, peut-être qu'il vaut mieux privilégier un IEC aux autres antihypertenseurs. Les autres thérapeutiques n'ont pas d'intérêt. Peut-être que les corticoïdes ont un intérêt. Il y a une grande étude française randomisée contrôlée qui montre que dans la pneumonie communautaire, les corticoïdes ont un vrai bénéfice, mais pareil, la pneumonie d'inhalation a été un critère d'exclusion, donc on ne peut pas répondre exactement à cette question. Probablement que ça doit marcher. Et si vous avez une détresse respiratoire, pour moi qu'il faut donner des corticoïdes, mais on n'a pas retenu dans la recommandation. Diapo suivante. Alors, les mesures de prévention. Donc maintenant, vous avez bien dit, il a effectivement fait une vraie pneumonie d'inhalation. En fait, c'est un épisode grave et c'est accessible à des mesures de prévention. Alors, que faut-il faire? On va dire toute une liste de choses qui sont faites classiquement dans les maisons de retraite ou au domicile des gens et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Poser une sonde nasogastrique pour alimenter le patient de façon intensive, eh bien ça c'est une mauvaise idée, on l'a fait, il ne faut pas le faire. Ça favorise les pneumonies d'inhalation, c'est très inconfortable. Mise à jeun jusqu'à la fin de l'antibiothérapie, on l'a fait aussi. On dit, il ne faut pas qu'il mange parce qu'il va refaire une pneumonie. En fait, non, il ne faut pas arrêter l'alimentation. Il faut que les gens se nourrissent. Il faut trouver la bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution, mais il faut trouver, on va dire, la meilleure solution. Il faut faire un diagnostic, donc évaluer la déglutition. Donc, demander à l'infirmière en général qui ont été formés, demander à la kiné, l'orthophoniste de faire un examen
pour évaluer la capacité déglutition et pour prescrire le bon régime adapté. Ce qui est très important, c'est de mettre toujours en position à 30 degrés au lit pour pas que les gens soient à plat dans leur lit et qu'ils mangent au fauteuil. Le bec verseur qu'on voit dans tous les services, qu'on voit dans toutes les maisons de retraite, ou même les familles qui achètent des becs verseurs, en fait, c'est une mauvaise idée parce que ça crée un flux laminaire. Vous allez aspirer et en aspirant, vous allez inhaler. Donc en fait, le bec verseur est interdit et ça, c'est vraiment important de dire aux familles. Ne donnez pas de bec verseur, n'achetez pas de bec verseur, de dire aux soignants, il ne faut pas utiliser de bec verseur. Alors effectivement, quand on a un patient parkinsonien qui a la main qui tremble, quand il prend son verre d'eau, il en met partout. Et après ça, il faut le changer, il faut le remettre, etc. C'est très compliqué. Mais en fait, si vous mettez une paille, et ben la paille, le flux laminaire qui est créé, ça va directement dans le poumon. Donc c'est bien plus mauvais que d'avoir de l'eau sur son drap. Installation assis pour les repas, ça c'est très important, mais ça va justifier de demander aux soignants de faire du travail, à l'aidant principal de le mettre bien assis et pas allongé dans un lit. Les bains de bouche antiseptiques, en fait, ça ne marche pas très bien. En revanche, le brossage des dents, c'est efficace. C'est montré avec des bonnes études que c'est efficace. Mais en fait, c'est très dur à faire parce que les patients des manques grabataires qui serrent les dents, ils ont souvent une très mauvaise hygiène buccale. Et faire 3 brossages des dents, c'est quand même un gros travail qu'on demande aux aidants. Mobilisation mise au fauteuil, c'est très important. Il faut qu'ils gardent une force. Il faut lutter contre la sarcopénie. Et c'est très important de marcher. La verticalisation précoce, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse faire à l'hôpital chez la personne âgée. Diapo suivante, voilà, vous avez une petite checklist que vous pouvez utiliser. Donc l'idéal, c'est que chacun se la fabrique, qu'on peut la donner aux patients et dire tout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Diapo suivante. Quel bilan faut-il faire quand on a fait une pneumopathie d'inhalation? C'est votre première pneumopathie d'inhalation, il va falloir faire un bilan pour rechercher les choses graves qui pourraient avoir causé la cause de cette pneumopathie d'inhalation. Est-ce que le patient n'a pas fait un AVC? Est-ce qu'il n'a pas une tumeur ORL? Et donc se poser des questions. Donc ça se fait à l'examen clinique classique. Éventuellement, selon vos hypothèses, vous allez compléter par les examens dont vous avez l'habitude, éventuellement une imagerie cérébrale. En tout cas, dans tous les cas, il faut un avis orthophoniste pour faire un vrai test de déglutition pour voir un petit peu comment se passent les capacités et pour prescrire un traitement adapté. Alors, il y a plein de fantasmes sur est-ce qu'il faut prendre de l'eau pétillante, est-ce qu'il faut faire du mouliné mix, etc. En gros, il y a plein de controverses. L'eau pétillante n'a pas prouvé que c'était efficace. En revanche, il faut avoir un menu qui ait du goût, c'est-à-dire que le patient sente qu'il a quelque chose dans la bouche. Si vous mettez quelque chose de tout à fait insipide, quand c'est la plupart des cas en maison de retraite, alors que quand le patient a une baisse des capacités gustatives, il ne perçoit pas qu'il y a quelque chose dans la bouche, et donc ça va favoriser les fausses routes et les inhalations. Et donc, il faut demander à ce qu'il y ait quelque chose de goûtu. Alors, comment on fait pour avoir quelque chose de goûtu? On met du sel, le sel, c'est pas bon. On met du tabasco, pourquoi pas le tabasco, mais le tabasco, c'est salé. Donc, il faut discuter avec les gens qui font les repas pour faire des choses qui ont un goût suffisant pour que la personne âgée sente qu'elle a quelque chose en bouche pour motiver une bonne déglutition. Et enfin, quand on a fait une voire plusieurs pneumonies d'inhalation, en fait, souvent, ça correspond à une fin de vie, parce que malheureusement, c'est le signe que quelque chose ne marche plus et il n'y a pas de solution. Souvent, en fait, c'est la fin de parcours. Et à ce moment-là, il est bon de discuter avec la famille, de les prévenir que c'est un des symptômes qui font annoncer que les choses vont être compliquées et qu'éventuellement la fin est proche. Et donc, on peut discuter. Est-ce qu'on retraitera une 5e toponine inhalation? Est-ce que c'est pas le moment d'aborder les sujets de la fin de vie? Diapo suivante. Le CRATB vous a mis à disposition une magnifique ordonnance toute faite avec des choses, une checklist pour les familles, pour les soignants, pour l'HAD, qui va permettre de dire, de ne pas oublier toutes les choses qu'il faut faire. Donc vous avez une checklist comme ça de prescription, qui est superbe. Et derrière, vous avez une affiche, diapo suivante, que j'ai faite dans mon hôpital, qui est sur le site de la SPILF, que vous pouvez prendre pour la checklist, pour les soignants, pour afficher. C'est-à-dire, voilà tout ce qu'on peut faire au plan individuel pour les aidants ou pour les soignants. Et aussi les choses à ne pas faire. Et je crois que j'ai... Alors, le message clé, c'est fini. Donc, les messages clés, c'est qu'il faut faire un diagnostic, il faut une imagerie, ça fait partie du diagnostic. Le plus simple aujourd'hui, c'est de faire un scanner sans injection. Ça justifie de déplacer le patient. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est coûteux, mais contrairement à la pneumopathie gauchumotère, 3 jours d'amox et c'est fini. Là, c'est quelque chose de grave, qui est peut-être une cause, qui est peut-être un symptôme d'un AVC ou d'autre chose. Ça récidive très, 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 très fréquemment. Et donc, on rentre dans une vraie pathologie. Et donc, il faut faire un vrai diagnostic et pas traiter tous les patients qui toussent après une fausse route. Donc, on fait un scanner. Et sur le scanner, il faut une vraie pneumopathie.
À défaut, et c'est peut-être le futur, et c'est peut-être beaucoup mieux pour éviter de déplacer le patient et pour coûter moins cher, il faut faire une écho. Pour ça, il faut se former, il faut acheter des appareils, c'est le futur de la médecine. La biologie, malheureusement, ça ne sert à rien, donc c'est non contributif, on n'en fait pas. Le traitement de première intention, c'est l'augmentin. C3G fragile qu'on faisait avant, c'est fini. Il n'y a pas d'intérêt à faire du métronidazole en plus de l'augmentin ou en plus d'une C3G si on a mis une C3G, parce que ça n'apporte pas de bénéfice et au contraire, ça peut être même pénalisant en favorisant l'émergence de la résistance bactérienne. La durée, c'est 5 jours si l'évolution est favorable. Et c'est une maladie qu'on peut prévenir les récidives, les rechutes, en faisant un diagnostic d'étiologie des fausses routes et en faisant des mesures limitant les fausses routes. Et on retiendra principalement l'hygiène des dents, la position et le type d'alimentation. Et inutile de faire des choses qui sont contre-productives et qui vont favoriser les fausses routes comme le bec farceur et la paille. J'ai fini. Merci beaucoup, Sylvain. J'en profite. Si vous avez des questions, voilà, écrivez-les dans le chat. Juste 2-3 diapos de synthèse pour vous dire qu'il y a une fiche mémo aussi sur le site du CRATB qui reprend du coup les principaux messages des traitements pour les pneumopathies communautaires d'inhalation, les durées, les examens complémentaires et en effet les principales mesures préventives pour les pneumopathies d'inhalation. Cette ordonnance-là est en train d'être juste améliorée, mais la version finale va être disponible la semaine prochaine. C'est vrai que les ordonnances en forme de checklist, on croit tout savoir, mais régulièrement on oublie certains items. Et je pense qu'autant à l'hôpital qu'en EHPAD, ça pourrait servir à ne pas oublier un facteur préventif. Les 2 recommandations sources qui sont aussi disponibles en français, voilà, avec les 2 articles qui font référence, où vous avez les liens sur le site du CRATB. Voilà, je vous remercie à tous et donc on va juste. J'ai vu des questions, mais elles sont disparues. Alors je ne sais pas où elles sont affichées. Alors moi, en commentaire, j'ai pour les patients graves, intubés, ventilés, est-ce qu'on garde augmentin? Alors, je vous laisse répondre, mais Alors c'est vrai qu'on s'axait sur la ouais, ville. c'est pas exactement la médecine de ville, mais une première préconisation, oui, c'est l'augmentin aussi. Peu importe la gravité, on peut tenir compte d'autres facteurs, mais c'est pas la gravité qui fait changer le traitement, sauf s'il y a des facteurs particuliers d'infection à SARM ou sous menace. Infection à SARM, c'est cité connu de SARM précédemment, et les infections à menace, c'est les insuffisances respiratoires chroniques, PPC ou DDB mucaux qui ont eu des antibiotiques, le fait d'avoir un prélèvement positif Et non, je pense que l'un des gros messages des pneumopathies d'inhalation, y compris à l'hôpital, c'est en effet que c'est pas parce qu'on en refait une 3 semaines après qu'il faut à chaque fois augmenter l'antibiothérapie. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est que, et c'est ça, c'est ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'en fait, on avait toujours une politique de surenchère d'antibiothérapie, où il a fait une première pneumopathie, le Montin, il en a fait une deuxième, on fait Rocéphine fragile, une troisième, on fait la Tazo, une quatrième, on met Méro, alors qu'en fait, si on peut remettre l'augmentin, si ça passe, bah, tant mieux. Donc l'idée, c'est que malheureusement, c'est des infections qui récidivent, qui rechutent, et donc on peut redonner l'augmentin jusqu'à ce que ça ne marche pas. Et qu'en fait, si on n'est pas gravissime, on peut voir souvent l'augmentant ça passe, des fois ça passe pas, auquel cas, effectivement, on escalade à la TASO si on est en échec clinique d'augmentin, ce qui est en pratique assez rare. Mais ça peut tout à fait arriver, hein, ça arrive d'ailleurs dans un hôpital, il y a toujours des cas où ça arrive. Mais l'idée, c'est de dire on reprend l'augmentant en première intention. Dans le chat, une personne qui s'essaye au rappel de la synthèse des principaux changements. Là, je vous remets une slide, mais si Aurélien, tu veux intervenir dessus, répondre à l'écrit. J'ai répondu dans le chat. Effectivement, on a modifié les critères de choix d'antibiothérapie initiale. On a raccourci la durée. On a supprimé les bithérapies. On a placé l'échographie plus ou moins le scanner. Et on a simplifié la biologie, puisqu'en fait, notamment sur les biomarqueurs et les PCR, que ce soit en ville, n'est pas retenu. Et puis, à la marge, il y a des indications de corticothérapie pour les patients qui ont des pneumonies aiguës communautaires graves qui vont en réanimation. Je crois que la question, c'est sur les updates. C'est ça que je dirais. D'autres dernières questions? Non.
Oui, vas-y, ide.ema. Et une main levée. Je ne sais pas, c'est peut-être une main levée par erreur. Parce que là, le micro est coupé. Sinon, on vous remercie tous. N'hésitez pas à partager après. Le webinaire va être mis sur le site du CRATB dans un onglet avec un lien direct. Donc, repartagez la vidéo qui peut voilà, servir si on veut s'actualiser ses connaissances en écoutant les commentaires. Mais oui. La question, c'était pour la fiche. Ouais. La question de IDE-EMA, c'était mon micro marche pas. Où trouve-t-on la fiche de Sylvain sur la SPIV pour les pneumonies d'inhalation? La fiche, Sébastien, c'est le CRATB, la prescription qui est très bien, je trouve. La fiche, elle est, je crois, dans l'annexe sur le site sur infectiologie.com de recommandations. On va vous la remettre aussi dans le site de CRATB, si vous connaissez le site du CRATB en même temps, comme ça. Et c'est vrai que l'ordonnance n'y est pas encore, ce sera la semaine prochaine. Voilà. Et n'hésitez pas, donc s'il y a des questions après dans la pratique clinique qui reviennent, à nous les faire remonter et on les fera remonter. Et aussi des remarques sur l'applicabilité des différentes recommandations qui ressortent, que ce soit celle-ci ou d'autres. On peut servir d'intermédiaire pour la faire remonter au rédacteur. Et je pense que les auteurs des recos sont assez... demandent aussi à avoir ce retour du terrain pour l'écriture de ces recos et des prochaines. Bastien, on peut dire, hein, déjà, j'ai eu beaucoup de retours, ou critiques, on va dire même, sur la place du scanner et de l'échographie, le fait de devoir faire une imagerie. Et c'est vrai que c'est une position qui a été prise pour faire changer les pratiques. C'est un peu, je donnais comme exemple, c'est comme à l'époque l'AVC, c'était clinique. Et puis on a dit à un moment, quand tu as une suspicion d'AVC, tu as 2 heures pour faire un scanner. Et puis maintenant, ça semblait impensable de ne pas faire un scanner quand tu as une suspicion d'AVC. Finalement, on essaye de faire en sorte que la pneumonisation ce soit un peu pareil. C'était l'idée de la recours. Oui, pour élargir un peu le débat, ce que dit Sylvain, les recos, elles sont là pour améliorer la prise en charge des malades et pas pour s'adapter à un système de soins qui se dégrade complètement. Il ne faut pas qu'elle soit hors sol et c'est là tout l'équilibre. Mais on ne peut pas non plus ne plus demander d'examen parce qu'on sait que les examens c'est compliqué. Il faut quand même, ce qui doit nous guider, c'est les données des essais et la bonne prise en charge des patients. Et effectivement, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses, même si au début c'est un peu surprenant, voire difficile S'il n'y a pas d'autres remarques, merci beaucoup. On est parfaitement dans les temps. Des remerciements dans le chat. Donc, à bientôt pour ceux qui suivent des webinaires du CRATB par mes collègues. Et on diffuse voilà, ces informations, en tout cas sur le site du CRATB et les outils pratiques, affiches ou ordonnances type. Voilà, je vous remercie beaucoup et encore un grand merci à Aurélien et Sylvain pour vos interventions. D'autres personnes vont se connecter au fur et à mesure. L'objet de ce webinaire est de parler en direct, mais aussi que ce webinaire va être enregistré et donc disponible après en replay pour parler de ces 2 sujets qui nous paraissaient importants. Donc c'est un webinaire organisé par le Centre régional en antibiothérapie Île-de-France et par le groupe de bon usage antibiotique de la SPILF. À la suite de la publication, comme vous le savez, de nouvelles recommandations qui concernent les pneumopathies. Et donc de se recentrer sur quels sont les messages clés de ces différentes recommandations à retenir pour la médecine de ville.
Donc, on a le plaisir d'accueillir deux intervenants de premier choix qui sont les deux premiers auteurs de ces recommandations. Donc, le professeur Aurélien Dine pour les recommandations sur les pneumopathies aiguës communautaires de l'adulte et le professeur Sylvain Diamantis pour celles concernant les pneumopathies d'inhalation. Je vous remercie à tous. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à écrire dans la conversation, dans le chat, si vous avez des questions en direct et de lever la main pour ce webinaire qui est prévu pour 1 heure. Aurélien, je te laisse la main. Bonjour à tous, merci beaucoup Bastien et CRATB de l'invitation. Je vais essayer de partager mes diapos. Est-ce que vous les voyez ou pas du tout? On les voit. On répond à l'oral, on les voit, c'est bon. Ok, et ben donc je vais vous présenter ces recommandations sur le pneumonie communautaire sur le volet plutôt soins primaires. Je laisse à Bastien le soin de gérer le chat parce que je vois, j'arrive pas à avoir les deux fenêtres en même temps. Et donc si pour commencer on parle d'un patient, enfin un cas clinique d'un homme de 82 ans qui est diabétique, qui a du tabagisme, qui a une douleur thoracique qui apparu brutalement, puis qui est soufflé depuis 2-3 jours, qui se sent fébrile, qui tousse et crache, et puis on lui prend des constantes, il a 38,5, on a un saturomètre, on se dit qu'il a peut-être besoin, il a besoin d'un peu de... Donc il n'a pas besoin d'oxygène, il a une tension à 124/88, fréquence cardiaque à 100, pas de hypoperfusion, et puis on a un foyer crépitant de la base droite. La première question qu'on s'est posée pour le diagnostic, c'est est-ce qu'il faut absolument une imagerie pour le diagnostic de pneumonie